Bon, j'ai fait à peu près le même temps que mon collègue, d'ailleurs. Voilà. Vous êtes sur le temps, vous êtes en phase. Et tous les deux un peu en dessous, ce qui laissera plus de temps pour les échanges et les questions. Alors, du coup, là, c'est un temps où vous pouvez discuter ensemble et vous répondre et vous interpeller. Donc voilà, je ne sais pas qui veut commencer, monsieur Cornel, peut-être. Oui, donc il y a beaucoup de choses où on est d'accord, et puis il y en a quelques-unes où nous ne sommes pas d'accord. Je vais peut-être, je ne sais pas dans quel ordre je vais les faire, mais on est d'accord tout à fait, et je l'ai dit, je pense, sur le fait que les progrès technologiques ne signifient pas nécessairement diminuer les inégalités. Et ce pourquoi nous sommes là comme association, c'est notamment pour faire des priorités par rapport à ce qui peut diminuer les inégalités. Nous ne sommes pas en accord par rapport au fait, et moi je trouve que cette idée que la société deviendrait... Donc, les progrès technologiques entraînent toute une série de difficultés par rapport à la communication, nous sommes bien d'accord. Et donc, notamment, tout le mélange sphère du privé, sphère publique, bon. Mais nous vivons dans une société qui n'a jamais été aussi peu violente qu'aujourd'hui. Et ça, il faut quand même se rendre compte de ça. Pourquoi est-ce que souvent les citoyens ne s'en rendent pas compte? Parce que nous sommes dans une société qui n'a jamais été aussi peu violente, mais nous n'avons jamais aussi été, disons, intolérants ou considérant comme inacceptable toute violence. Il y a 50 ans, le patron d'une entreprise qui mettait la main aux fesses de sa secrétaire, c'était même pas quelque chose de considéré comme grave. Aujourd'hui, c'est considéré comme totalement inacceptable. Il y a toutes sortes de choses, et le nombre de meurtres, etc., le nombre d'actes violents tend à diminuer, et une des raisons, c'est que la vie devient de plus en plus précieuse. Je suis tout à fait d'accord sur la question, enfin je suis globalement d'accord sur la question des armes. C'est extrêmement dangereux, les progrès technologiques liés aux armes. J'aurais quand même des nuances par rapport au fait, heureusement, il y a beaucoup d'armes qu'on n'a jamais utilisées. Donc l'arme nucléaire, on l'a utilisée en tout 2 fois, et on n'a pas utilisé les plus perfectionnées, sinon nous ne serions plus là. Les armes chimiques et bactériologiques n'ont plus été utilisées quasiment depuis la Première Guerre mondiale parce que tout le monde en avait peur. Mais il n'empêche, je suis tout à fait d'accord, les risques par rapport aux progrès technologiques concernant les armes sont tout à fait considérables. Et une des solutions, c'est de mettre les priorités technologiques vers les questions de santé, vers les questions de tout ce qui permet plus d'égalité. Et un effet collatéral que j'ai déjà cité, mais que je recite, d'une vie qui est beaucoup plus longue, c'est que nous devenons de moins en moins violents, et que la violence les uns vis-à-vis des autres peut devenir non pas seulement quelque chose d'inacceptable, mais même un jour quelque chose d'impensable. Tellement, si demain les femmes et les hommes ne meurent plus de vieillesse, si demain la mort est un événement tout à fait exceptionnel, eh bien, le fait de tenter de supprimer une vie, ce sera inacceptable, impensable. Ce sera donc, encore une fois, pas seulement inacceptable, mais ce sera impensable. Alors, une autre chose par rapport à la question de l'égalité, des inégalités et de l'interdépendance, disons, des progrès technologiques, c'est que contrairement à ce qu'on cite souvent, et pour moi c'est plutôt une bonne chose, pour moi qui suis de gauche depuis très longtemps, c'est plutôt une bonne chose, nous sommes dans une société où en fait nous sommes beaucoup plus interdépendants les uns des autres qu'auparavant. Donc nous sommes beaucoup plus poussés par obligation vers la solidarité. Je veux dire, il y a 100 ans, le châtelain d'un village, il pouvait vivre en quasi-autarcie avec ses gens, entre guillemets. Maintenant, la personne la plus riche du monde ne pourrait pas survivre sans le reste de la société pendant plus que quelques jours. Et pour moi, c'est plutôt une bonne chose, même s'il y a des aspects complexes. Enfin, quelques mots par rapport... Ah non, encore 2 choses.
La première, la slow science et tous ces concepts de prenons notre temps. Premièrement, je pense, particulièrement dans un pays comme la Belgique, où nous sommes extrêmement doués pour être extrêmement slow, notamment pour créer un gouvernement. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, en fait. C'est pas parce qu'on passe plus de temps qu'on devient plus intelligent. Au contraire, quand vous avez un dossier sur lequel vous revenez après 2 ans, vous ne le maîtrisez pas mieux pour ça, vous avez en fait oublié les choses. Et puis surtout, moi je veux bien une société slow, enfin je voudrais bien une société slow le jour où il n'y aura plus 110 000 personnes qui meurent de maladies liées au vieillissement chaque jour, et le jour où il n'y aura plus encore aujourd'hui, enfin il y a encore aujourd'hui 1 milliard de personnes qui souffrent de faim, qui sont dans des situations absolument inacceptables. Donc se dire commençons par prenons notre temps pour réfléchir. Moi je pense que vraiment c'est une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée de réfléchir. Non, c'est pas une mauvaise idée de réfléchir. C'est une mauvaise idée c'est une mauvaise idée de considérer que le fait de prendre du temps est un élément favorable à la réflexion. En fait, si vous lisez un livre suffisamment lentement, vous allez moins comprendre le livre. C'est vraiment quelque chose. Si vous lisez lettre après lettre, vous allez moins comprendre, et plus vous lisez lentement, moins vous allez comprendre. Alors, un tout petit peu de religion. La religion, enfin, toutes les religions quasiment ont ont 2 aspects. Un, c'est l'explication du monde, et l'autre, c'est que se passe-t-il après la mort. Il n'y a pas, ou quasiment pas, de religion qui n'envisage pas quelque chose après la mort. Et une des toutes premières religions, le taoïsme, un de ses premiers objectifs, c'était de permettre, c'était une sorte de recherche de longévité pré-scientifique, permettre aux femmes et aux hommes de devenir immortels, d'abord en se passant de certaines nourritures, puis de toute nourriture, puis de toute boisson, et puis finalement sans respirer. Mais ça ne fonctionnait pas très bien. Bon. Voilà, mais donc ça c'était l'idée du taoïsme. Et puis toutes les religions, ou en tout cas la plupart des religions, et particulièrement en tout cas toutes les religions du livre, même si dans la religion juive au début c'est moins clair, il y a l'idée d'immortalité. Mais attention, l'idée d'immortalité, contrairement à ce que vous avez dit, c'est pas nécessairement après la mort. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Donc ça ne passe pas nécessairement par la case décès. Ça pourrait par exemple passer par la case progrès scientifique. C'est pas nécessairement incompatible avec les visions religieuses. Et alors, peut-être la toute dernière chose par rapport à cette, on va dire, distinction corps-esprit. D'abord, pour autant que je sache, chez les chrétiens, et en tout cas particulièrement chez les catholiques, le concept de corps, de ressusciter vraiment physiquement et de devenir, c'est quelque chose qui n'est plus, qui est de moins en moins dans l'actualité. Donc l'Église catholique a très longtemps été totalement opposée à l'incinération parce qu'il fallait que les gens ressuscitent. Et maintenant, ça n'est plus vraiment un concept. Donc il y a beaucoup plus le concept de l'esprit qui va revenir. Mais pour ce qui concerne les objectifs des transhumanistes, ça peut être reconstituer l'ensemble des sens par des moyens informatiques. Si moi, vous pensez que vous m'entendez ici, et si je bouge sur la droite, vous avez l'impression que le son va de droite à gauche. En fait, pas du tout. Il vient de là, et en réalité, vous ne vous en rendez pas compte. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont, peuvent passer par des moyens technologiques sans que ça change réellement la manière dont vous le ressentez. Et je voulais encore dire une chose, mais elle m'échappe. Je reviendrai. Oui, vous aurez l'occasion, Monsieur de Konak. En fait, alors d'abord, il y a une partie des choses sur lesquelles on est d'accord, donc je ne vais pas les redire. L'idée, moi, comme sociologue, j'ai tenu ce discours pendant très longtemps que la violence diminuait. Et si on regarde à l'échelle pluriséculaire, c'est en gros vrai. Ces dernières années, je suis moins optimiste. Je pense qu'il y a un retour plutôt des logiques de rapport de force et de violence.
Il y a un exemple, on parle de la chute du mur de Berlin. Depuis la chute du mur de Berlin, le nombre de murs entre les pays a augmenté. Et en fait, et aujourd'hui, par exemple, tout souvent on dit mais vous n'allez pas arrêter le développement économique parce que sinon, que vont faire les pauvres? Aujourd'hui, depuis la fin... Alors ça, si vous voulez, il y a eu un basculement à la fin des années 70. Depuis la fin des années 70, le développement économique ne sert plus à résorber les inégalités. Ça rend les pauvres plus riches, oui, mais ça rend aussi les riches plus riches. Et je veux dire, on a aujourd'hui, en tout cas, un régime de développement économique qui, en fait, favorise les très riches. Alors, politiquement, on pourrait prendre une autre direction. Hein, ça, je suis d'accord. Politiquement, tout est possible, mais l'idée que, par exemple, il faut continuer à développer nos moyens, etc., parce que ça va servir forcément aux pauvres, aujourd'hui, je veux dire, on peut le souhaiter, c'est pas forcément ce qui se passe. Oui, enfin, je veux dire, bon, alors, donc il y a l'idée que, voilà, je pense qu'on ne peut pas dire que mécaniquement, on aura un développement qui va résorber les inégalités. Il y a autre chose qui doit se jouer, et qui n'est pas du domaine technique. Voilà. Alors après ça, pour préciser, je pense que quand le Christ parle de la vie et de la mort, il ne parle pas seulement de la mort physique, il considère qu'il y a des gens qu'il a en face de lui qui sont déjà morts. Enfin, qui sont au fond... ils mènent une vie tellement pourrie qu'en fait, ils sont morts. Et au fond, la vie qu'il propose, c'est une vie déjà présente aujourd'hui. Donc, tout ne se joue pas justement dans la mort physique. Il y a un appel à changer de vie ici et maintenant. C'est pas seulement un appel à attendre... alors, il y a quelqu'un qui avait dit comme ça, comme une boutade, est-ce qu'il y a une vie avant la mort, hein? Ben oui, il y a une vie avant la mort. Hein. Et donc, cette vie-là aussi concernait le Christ. Et on a un corps après la mort, qui n'est pas le même qu'aujourd'hui, mais on a un autre corps. On a de nouveau un corps. C'est pas le même corps, mais c'est un corps. Je sais pas comment le dire. C'est très difficile à imaginer, ça, je suis d'accord, mais bon, voilà. Non, mais moi, je pense que, par contre, il y a dans cette idée... C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on n'en a pas assez. Enfin, je veux dire, l'inconscient, il marche dans les deux sens. On peut se dire, oui, j'accepte la mort parce que de toute façon, j'ai pas le choix. C'est pas complètement faux. Hein. Non, je suis d'accord. Mais on peut se dire aussi, le problème de se dire, ça irait mieux si j'avais plus, ça, c'est un raisonnement qui n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'on va toujours vouloir avoir plus. Et donc, c'est un raisonnement qui nous enferme dans l'insatisfaction. Et puis, du coup... je pense qu'on pourrait mettre le doigt sur des choses qui, moi, personnellement, je trouve que précisément, c'est une question de choix, et il faut se poser des questions. On parle de thérapie génique. Bon. Personnellement, j'ai pas envie de me transformer en OGM. Hein. Je pense que rien que de changer un végétal, hein, de faire une thérapie génique sur un végétal, parce que c'est ça, un OGM, hein, sur du maïs... Aujourd'hui, on considère que c'est quelque chose de dangereux, qu'on met le doigt dans quelque chose. Bon. Ça veut dire que le prix à payer pour éventuellement gagner quelques années de vie, c'est de me mettre une espèce de petit machin qui va changer mon patrimoine génétique. Personnellement, j'ai eu un ami qui a eu, hélas, un cancer de la moelle, et à qui on a dû faire un traitement désespéré, qui est ce qu'on appelle une allogreffe, c'est-à-dire qu'on lui a greffé des cellules souches de quelqu'un d'autre. Hein, d'abord, on essaye de faire une autogreffe, et puis quand ça ne fonctionne pas, c'est le traitement de la dernière chance. On essaie de trouver quelqu'un de sa famille qui a un patrimoine génétique assez proche du sien, et on lui greffe les cellules souches de quelqu'un d'autre. Il a fait des réactions immunitaires extrêmement sévères, ça s'appelle du GVH, c'est-à-dire ce qui fait qu'il avait le bout des doigts qui était rongé. Il a dû, évidemment, pendant tout le temps il avait ce traitement, avoir des médicaments qui diminuaient ses réactions immunitaires. Il a fini par, évidemment, mourir de la grippe, enfin, d'une maladie virale. Quand j'ai vu, si vous voulez, ce qu'un tout petit changement de cellules souches sur une personne peut faire, je pense que les thérapies géniques, il faut vraiment les réserver pour les... Enfin, d'ailleurs, aujourd'hui, les médecins sont extrêmement prudents. Ils le font, mais vraiment dans des cas très, très... Alors, donc, se dire que la solution, c'est de changer notre patrimoine génétique, franchement, je pense que peut-être il y a d'autres voies. Mais effectivement, si on se pense qu'à toute force, et la grande question, c'est d'arriver à dépasser 120 ans, on ira vers ça. Voilà. Donc, voilà, et effectivement, jusqu'à quel point on va vouloir porter des prothèses. Alors ça, c'est intéressant aussi. Moi, j'ai fait de la sociologie de l'usage des techniques. Jusqu'à quel point est-ce qu'on est prêt
à se prothétiser nous-mêmes, hein, si je puis dire. Oui, avec le téléphone, on a quand même une sorte de prothèse, c'est vrai, mais une prothèse sur laquelle on reste acteur par rapport à cette prothèse. De même que, par exemple, dans une voiture, aujourd'hui, on a toutes sortes d'automatismes, mais qu'on a la liberté de débrancher. Les gens qui portent des prothèses à demeure, obligés, en fait, vous pouvez les interviewer, tous vous disent, bon, oui, d'accord, ok, ça améliore ma vie, mais c'est pas... Je ne peux pas dire que je sois confortable avec ces prothèses. Alors, on peut toujours aller vers de la biocompatibilité plus élevée, mais... je veux dire, voilà. Donc là aussi, il faut voir qu'est-ce qu'on vise. Est-ce que ça vaut la peine? Voilà. Enfin, je pense que c'est des grandes questions. Je n'ai pas une réponse absolument systématique. Je ne dis pas que ça vaut jamais la peine. Je pense que ça vaut vraiment quelquefois la peine. Ça ne vaut pas la peine de se dire que la seule solution, c'est d'aller complètement vers ça et que c'est l'objectif numéro un. Vous avez dit qu'il c'est une question de choix. Je suis absolument d'accord. Je pense qu'on a d'autres choix à faire aujourd'hui que de se dire que la grande question, la seule question, c'est d'arriver à vivre jusqu'à 200 ans. Voilà. Mais bon, de ce point de vue-là, on n'est pas d'accord. Voilà. Peut-être que si je peux... moi, je pense que c'est vraiment la question sur laquelle, effectivement, on n'est pas d'accord. Et moi, plus précisément, je dis, si vous n'avez pas envie de vivre 200 ans, c'est votre choix. Mais qui sommes-nous pour dire aux autres qu'ils n'ont pas le droit de vivre plus longtemps? Qui sommes-nous pour le dire? Et donc, aujourd'hui, nous sommes au seuil de progrès possible en matière médicale qui pourrait, mais c'est pas une certitude, hein, j'insiste, et là, heureusement, on est d'accord, donc qui pourrait le permettre si on y met les moyens, et si on n'y met pas les moyens, cela voudra dire que des dizaines et des centaines de millions de personnes, de femmes et d'hommes, qui ne le souhaitent pas, continueront à mourir parce que nous avons décidé que ça n'est pas bon pour elles, en fait. Ah. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le désaccord. Pour moi, c'est pas décidé. Oui, enfin, non, mais décision collective, c'est une décision collective. Bon, mais je veux dire. Ok, oui, quand je dis, c'est évidemment pas vous et moi. C'est pas moi qui vais décider de ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est que si on se donne comme horizon de se dire, en fait. Si vous voulez, c'est comme... Bon, je prends une image, c'est un tout petit peu... Là, je chute un peu, mais vous dites... pour moi, c'est la question de savoir, quand vous avez fini de manger, à quel moment vous êtes rassasié. Si vous vous dites toujours, j'ai pas assez à manger, hein, moi, je pense que c'est bien d'être rassasié, de se dire, là, j'ai assez mangé, je me sens bien. Mais si on se met dans l'état d'esprit du genre, tant que je ne vis pas encore 10 ans de plus, j'aurai pas... Je pense qu'on sera perpétuellement malheureux. Voilà. Si je puis me permettre, il y a une sorte d'incompréhension fondamentale, parce que si vous êtes croyant, justement, dans votre optique, il y a une vie sans limitation de durée, et donc ça va être extrêmement ennuyant. Vous aurez à manger pour l'éternité, au sens religieux du terme. Non, parce que pour moi, oui, mais vous dites que ça n'est pas la même chose, mais c'est quoi la différence alors? C'est quoi la différence? En plus, si je puis me permettre, vous dites que ça n'est pas la même chose, mais d'un autre côté, vous avez insisté sur le fait que ce sera la même chose, puisqu'il y a cet aspect de corps sur lequel vous insistez. Donc c'est la même chose. Donc en fait, il n'y a pas... Non, c'est une vie, si vous voulez. Je pense que ce qui nous pourrit la vie, aujourd'hui, c'est notre propre insuffisance dans nos relations avec les autres. Bon, quelquefois on appelle ça le péché, mais je veux pas. C'est pareil, le péché, c'est comme le mot de Dieu. Bon, attention. Ce qui fait qu'en fait, on vit difficilement, on est violent avec les autres, on est dans des logiques de domination. Et c'est ces choses-là qui seront réparées. Et donc on sera dans autre chose, et d'ailleurs qui ne sera pas forcément sans fin, qui sera où le temps aura disparu. Bon, mais là, vous me lancez dans les questions philosophiques, mais je pense que c'est vraiment autre chose. C'est pas la même chose qui continue, c'est autre chose. Voilà, je pense que c'est là qu'on est en désaccord. Si je peux encore. Alors donc, peut-être rapidement, la chose que j'avais oublié de dire par rapport à la quantité et la qualité. Quantité et qualité ne sont pas incompatibles. Donc évidemment, il s'agit de vivre plus longtemps, mais évidemment aussi, il s'agit de vivre mieux. Et c'est ce que j'ai abordé brièvement, et le président de l'Association française transhumaniste Technoproc, Marc Roux, aime beaucoup le sujet. C'est toute la question aussi des modifications
possible par rapport à nos capacités d'empathie et donc nos capacités notamment à nous aimer de plus en plus et à être de plus en plus attentifs les uns vis-à-vis des autres. Quand même sur la question je voudrais, enfin même si ça s'éloigne un peu du sujet, rapidement dire que il y a quand même toujours, selon toutes les statistiques, globalement sur le long terme, de moins en moins de violence. Et encore une fois, pour moi, la raison pour laquelle on ne se rend pas compte, c'est parce que on devient de plus en plus exigeant par rapport à ça. Et la toute dernière chose, thérapie génique, à mon avis, les gens en ont peur parce que ça ne se fait pas encore. Parce que si on disait, supposons que les transfusions sanguines n'existent pas et qu'on dise à quelqu'un, ah maintenant pour vivre plus longtemps, il faudra changer le sang, on trouverait ça absolument horrible. Maintenant, on ne le trouve pas horrible parce que c'est thérapie génique, ça se fait. Oui, ça commence à se faire. Oui. Oui, mais ça se fait pas. On en voit les dangers, enfin bon. Alors, avant de prendre des questions, je ne sais pas, Monsieur De Koninck, vous êtes un tout petit peu en retard sur le temps, si vous voulez ajouter quelque chose. Hein. Sinon, on va prendre des questions dans la salle. Non? Alors, dans ce cas-là, je vous passe le micro. Alors, juste quelques règles par rapport à l'échange avec vous, avec l'auditoire. Vous pouvez poser vos questions à nos invités, mais ce que j'aimerais vous donner deux recommandations. Soyez bref et précis dans vos questions, comme ça tout le monde gagnera du temps. Et la deuxième chose, on n'est pas là pour récolter des avis supplémentaires, mais pour mieux comprendre ceux de nos deux invités. Donc voilà, vous n'êtes pas là pour exprimer votre avis, mais pour interroger et prolonger plus loin la discussion. Ceci étant dit, Simon a le micro et il le passe. Je m'adresse au professeur en transhumanisme. Est-ce que dans vos recherches, vous avez imaginé le fait que les gens vivront de plus en plus vieux, aux conséquences sur la faim dans le monde, premièrement, et puis, on va dire, toute cette assemblée au chômage, par exemple, tous les jeunes au chômage, provoquer des équilibres énormes. Non, non. Vous avez entendu ma question? Oui, oui. Merci. Je réponds tout de suite. Oui, donc la réponse est oui. Non, la réponse est oui, nous y avons réfléchi, bien sûr, par rapport à la question. La question qui vient souvent, c'est la question d'abord de la surpopulation. Oui, mais si nous vivons beaucoup plus longtemps, en fait, ce qui se passe dans les sociétés, c'est que c'est dans les sociétés dans lesquelles les gens vivent plus longtemps qu'il y a le moins d'enfants et qu'il y a donc le moins de problèmes de croissance de population. Donc c'est aujourd'hui en Afrique subsaharienne qu'il y a des problèmes de croissance forte de la population, enfin difficilement gérables, et pas en Corée du Sud, au Japon ou même en Europe occidentale. Alors par rapport à la question que deviendront les jeunes d'aujourd'hui, si les personnes peuvent continuer à travailler beaucoup plus longtemps, ça fait aussi partie d'un ensemble de questions qu'on ne peut pas aborder de manière détaillée ici. Mais le monde de demain, une des rares choses à peu près certaines, c'est qu'il sera très différent du monde d'aujourd'hui, et que donc nous vivons dans une société déjà où le travail, au sens classique, est de moins en moins nécessaire. Et si demain les femmes et les hommes ne souffrent plus de maladies liées au vieillissement, donc de quasiment plus de maladies, ça supprime déjà à peu près, on va dire, 1/5 de toutes les tâches qui sont nécessaires dans notre société. Un quart même quand c'est aux États-Unis. Donc en fait, nous nous trouvons dans une société dans laquelle nous avons besoin de beaucoup moins de travail, et c'est toute la question de la transition laborale. Est-ce que nous allons choisir de continuer à travailler sans y être obligé? Comment est-ce que nous allons gérer un monde dans lequel il y a l'automatisation permet de travailler beaucoup moins? C'est la question notamment de ce qu'on appelle en France surtout le revenu de base. En Belgique, on parle d'allocation universelle. C'est toutes ces questions-là. Elle ne se limite pas à la question de la longévité. Mais bon, c'est pareil, je veux dire, la durée du travail, depuis les années 80, elle diminue plus. Je veux dire, et pourtant, on est de plus en plus riche. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que comme on veut avoir toujours plus,
personne ne considère comme une bonne idée de travailler moins parce que voilà, et donc pendant ce travail, les sociétés riches continuent à travailler. La durée du travail, évidemment, si on compare au début du XXe siècle, là on est d'accord. Hein, là, ok, là c'est carrément autre chose. Mais bon. Et puis par ailleurs, toute innovation technologique aujourd'hui a un coût énergétique. Et là aussi, en tout cas, ce qu'on voit venir, par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça va mobiliser des serveurs qui ont une consommation d'énergie extrêmement élevée. Et là aussi, on peut se poser des questions. C'est pas seulement une question de surpopulation, c'est une question aussi d'usage de l'énergie. Et alors, bien entendu, le curseur, on peut le déplacer. Hein, mais au jour d'aujourd'hui, en tout cas, l'innovation technologique a un coût énergétique. Il faut pas le... Alors, elle peut aussi résoudre certaines questions, mais voilà, il faut penser à ça aussi. Oui, mais donc là, on est d'accord. Hein, donc, de manière, en fait, plus exactement, pour produire un bien, petit à petit, la quantité d'énergie diminue, mais il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. Et effectivement, dans une société de consommation, et surtout dans une société dans laquelle, globalement, dans le monde, il y a de plus en plus de consommation, nous continuons à avoir des coûts énergétiques qui sont en croissance. L'Association française transhumaniste travaille actuellement sur un document qui s'appellera probablement le manifeste viridien par rapport à toutes ces questions-là. Mais moi je me bats pour la réduction du temps de travail depuis les années 70. Et c'est vrai que dans les années 70, déjà, je me disais, avec les progrès technologiques, d'ici 10 ou 20 ans, on pourra travailler beaucoup moins. Et ça n'est pas le cas, c'est absolument fascinant. Maintenant, au niveau mondial, ça diminue quand même pas mal. Hein. Donc, en Chine, en Inde, le temps de travail diminue assez considérablement, mais vous avez raison. Et je pourrais développer... Enfin, je trouve, à mon avis, il y a beaucoup aussi ce que j'appellerais l'effet Veblen, de consommation ostentatoire, et le fait qu'en réalité, même pour un patron, c'est bien d'avoir des travailleurs, de continuer à les faire travailler, même si, entre guillemets, ils ne servent à rien. Mais ce serait un tout autre débat que celui qu'on aborde aujourd'hui. Effectivement, ça nous éloigne. Je vous entends tous les deux, vous êtes assez d'accord sur ce point. Est-ce qu'il y a une autre question? Du coup, moi, le temps de durée de vie, je trouve que c'est pas mal de vivre plus longtemps. Mais avec le problème écologique, et là c'est un peu comme la question de Simon que je me pose, c'est qu'avec les risques climatiques, les risques, plus on va vivre longtemps, et plus le risque de polluer sur la planète. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette question-là, d'un point de vue écologique, si on vit de plus en plus longtemps, par exemple? Mais là, je vais redire ce que... Donc, si demain, les femmes et les hommes savent qu'ils sont là pour... techniquement, ils peuvent être là pour des siècles, ils seront beaucoup plus attentifs à l'environnement qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils savent que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils ne seront plus là dans maximum un petit siècle. Donc, la question du réchauffement climatique, en fait, ça ne les touchera que relativement. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est qu'en fait, c'est surtout les gens les plus jeunes qui sont les plus violents, et aussi les plus consommateurs. Et puis, quand les gens avancent en âge, ils ont tendance à de moins en moins consommer et aussi de plus en plus être prudents. Pourquoi on ne parle, par exemple, jamais de la dette publique, ou très rarement de la dette publique japonaise, qui est la plus élevée au monde, tant en valeur absolue qu'en pourcentage du PIB, parce qu'elle était due pour l'essentiel par des personnes âgées, et que ces gens sont prudents, et que donc il y a moins de difficultés. Voilà, ça c'est la chose. Et je redis aussi, un monde dans lequel nous vivons beaucoup plus longtemps, c'est pas un monde dans lequel la population va croître de manière anti-intuitive. C'est le contraire qui se passe jusqu'ici. Et ce qui détermine la croissance, ce qui détermine principalement la croissance d'une population n'est pas la durée de vie, mais est le nombre d'enfants par femme. Mais oui, alors là, je voulais répondre à ça tout à l'heure. Aujourd'hui, parmi les gens qui ont la plus longue espérance de vie, vous avez, dans le monde, les gens, par exemple, qui vivent aux États-Unis, par exemple, enfin, quoique c'est pas tout à fait le pays qui a la plus longue espérance de vie, mais bon, ben, vous avez toute une série de gens riches qui ont une grande espérance de vie et qui sont tout à fait climato-sceptiques. Donc, je veux dire, le fait qu'on vive plus longtemps, je pense que ça vous rend pas forcément sensible à l'environnement.
Si vous pensez que vous allez pouvoir vous payer un climatiseur quand le climat va se dérégler, ben, ma foi, non mais au fond, je suis un peu trivial, mais c'est quand même ça qu'on observe. Et vous dites qu'aujourd'hui, les gens âgés sont un peu plus prudents. Bon, d'abord, non, le niveau de consommation le plus élevé, c'est... D'ailleurs, je pense que les jeunes qui sont en train de manifester pour ça aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils consomment tant que ça. On consomme beaucoup à 50 ans. Ouais. Mais surtout, si vous nous promettez l'éternelle jeunesse, alors là, je ne sais pas trop ce que ça va devenir. Non, parce que je veux dire, la maturité, non mais je suis sérieux, la maturité, elle se joue aussi dans un rapport à la mort. C'est-à-dire, en fait, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce qu'on appelle la crise de la quarantaine? Si vous vivez jusqu'à 200 ans, vous n'aurez pas de crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, c'est de se dire aussi, j'en suis là, il me reste ça à vivre, est-ce que j'ai fait les bons choix dans ma vie? Enfin, c'est des questions importantes, et des questions qui ont trait à quand même une horloge qu'on s'en tournait. Donc, la mort, encore une fois, pour moi, je ne suis pas du tout un partisan de la mort. Hein. J'aime pas ça, je veux dire, je suis triste quand quelqu'un meurt, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais le fait qu'on sache qu'on a un horizon, et que, alors, bon, les uns vont dire on sera jugé par Dieu, mais même s'il n'y a pas de Dieu, on se juge soi-même. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et maintenant, il me reste finalement... ouais, voilà. Il y avait un bouquin qui avait été écrit, la deuxième vie commence quand je me rends compte que j'en ai qu'une. Hein. Non, mais je pense que c'est tout à fait sérieux. C'est-à-dire qu'il y a la maturité qu'on acquiert quand on a un certain âge, c'est aussi parce qu'on se dit, maintenant, voilà... j'ai fait ci et ça dans ma vie, qu'est-ce que je vais encore faire? Qu'est-ce qui a de l'importance pour moi? C'est des questions, je pense, extrêmement cruciales et qui ont un rapport... On ne peut pas dire si la durée de vie s'allonge, on va mûrir davantage. Je pense que le mûrissement, c'est pas comme ça que ça se joue. Enfin bon, voilà. Mais... Une autre question? Oui, ça marche toujours pas. Si, ça marche. De temps en temps, ouais. J'ai oublié votre nom. Oui, vous. Moi, j'ai un nom belge, mais je suis français. Ouais. Je m'appelle de Coninck. Oui, je vous écoute. Oui, monsieur français. J'ai remarqué que vous avez parlé notamment de thérapie génique et aussi d'OGM. Oui. Alors, j'ai deux questions en une. Qu'est-ce qui vous fait penser, dire que une génétique, un patrimoine génétique authentiquement humain, plutôt que altéré, modifié par nos soins au besoin, serait préférable, d'une valeur supérieure à un patrimoine qui aurait été modifié? Et du coup, ma deuxième question, ou du coup, on peut extrapoler ça aux plantes. Qu'est-ce qui fait qu'une plante au patrimoine génétique authentique serait préférable à une plante au patrimoine génétique modifié? Et du coup, ma deuxième question est liée. Que pensez-vous du riz doré, qui est un OGM qui permettrait, s'il n'y avait pas d'opposition de la part de certaines ONG, de nourrir plusieurs millions de personnes, notamment en Asie du Sud-Est? Mais, alors, par ailleurs, alors là bon, c'est une question en partie technique, mais il y a des tas d'expériences qui ont montré qu'on peut très bien, par des procédés agricoles adaptés, développer des formes de culture qui ne sont pas des OGM. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se méfie des OGM? Parce que précisément, on sait qu'il y a des conséquences imprévisibles, comme par exemple le maïs s'hybride très rapidement, très facilement, et qu'on n'est pas sûr précisément de vouloir cette espèce-là. Par ailleurs, aujourd'hui, ces organismes génétiquement modifiés sont, alors ça c'est une autre question, détenus par des entreprises qui ont des brevets et qui en fait maintiennent les paysans dans leur dépendance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser les OGM vous-même, vous êtes obligé de les acheter, de réacheter les semences. Donc vous créez une dépendance économique. Et c'est pas ça qui va provoquer du développement dans le tiers-monde. Qu'est-ce qui nous prouve que, par exemple, on va pas aussi avoir une manipulation économique du génome humain? Je pense que c'est des... Si on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la santé, investissement public, je veux bien. On sait qu'il y a énormément de collusion entre la médecine publique et la médecine privée. Pour quelle raison? Parce que précisément, les recherches sont extrêmement chères. Et donc, il faut faire feu de tout bois et aller chercher des investissements partout, et notamment dans le privé. Et il y a un risque non nul que les thérapies géniques soient finalement manipulées par des consortiums économiques. Mais après ça, ma question, c'est pas de savoir si c'est intrinsèquement meilleur ou pire, c'est juste qu'en fait, le corps humain a des réactions immunitaires extrêmement violentes. Et qu'en fait, il est certain
que si on modifie de manière significative le patrimoine génétique sur un très court terme, il y aura des réactions immunitaires extrêmement violentes du corps humain et en fait des réactions mortelles. Donc ça, précisément, ça je trouve que le prix à payer serait extrêmement élevé. À part ça, si vous voulez, moi j'ai par exemple, et notre patrimoine génétique il évolue sans cesse au fil des générations. Moi j'ai en particulier ma fille aînée qui en fait a une mutation génétique qui n'est pas héréditaire. En fait ça s'est produit comme ça, et qui est lourdement handicapée. Donc ça aussi ça me fait réfléchir. C'est pas quand même un mécano sur lequel on peut jouer comme ça. Alors, ceux qui font aujourd'hui des thérapies géniques le font de manière sérieuse, extrêmement prudent, mais dès aujourd'hui, ces réactions immunitaires sont le grand problème. Ça a été le grand problème des greffes, et c'est le grand problème des thérapies géniques. Voilà. Mais ça, je termine juste cette histoire de réaction immunitaire. Il faut savoir quand même que justement ces réactions immunitaires, ça rejoint notre rapport aux autres qui se joue là-dedans. C'est-à-dire que qu'est-ce qui me différencie moi des autres? Mais là, pour le coup, médicalement. L'immunité, c'est juste la question du rapport à l'autre. Donc ça rejoint mon discours par ailleurs, mais bon, voilà. Sur cette question génétique, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai plein de choses à dire. D'abord, une chose relativement technique, mais le riz doré dont a parlé monsieur, il n'y a pas de problème d'appropriation privée. C'est des sociétés, des organismes publics qui ont mis sur le marché. Après, je pense que dans les deux côtés, on exagère un peu. Aujourd'hui, dans le monde, on n'a jamais eu autant de nourriture par habitant dans le monde qu'aujourd'hui. Et donc, on pourrait donner à chacun à manger à satiété sans OGM, mais les OGM, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, n'ont pas de risque en matière de santé, en tout cas en ce qui concerne l'absorption de nourriture génétiquement modifiée. Ça fait maintenant plus de 30 ans, je pense, qu'il y en a consommé, notamment aux États-Unis. Et toutes les personnes qui prennent de l'insuline, ou quasiment toutes, prennent de l'insuline génétiquement modifiée. Après, je voudrais quand même dire une chose que je n'ai pas détaillée sur pourquoi est-ce que la durée de vie des êtres humains est limitée à 120 ans, parce que c'est notre patrimoine génétique qui fait ça. Et ça le fait extrêmement précisément. Vous mettez un être humain dans des conditions parfaites, eh bien, jamais il ne dépassera l'âge de 120 ans. Vous prenez une souris et vous la mettez dans un paradis, pardon pour ses préférences religieuses, pour souris, eh bien, jamais la souris ne vivra plus de 3 ou 4 ans. Vous mettrez des tortues des Galapagos dans un paradis pour tortues des Galapagos, elles pourront atteindre 200 ans. Et donc, si nous arrivons à trouver les gènes, et ça ne sera pas facile, qui permettent une vie plus longue, eh bien c'est là que se trouve la piste la plus prometteuse. Mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça ne sera pas simple. On progresse extrêmement rapidement dans la compréhension dans la connaissance des gènes, dans la compréhension des mécanismes de l'ADN. On progresse extrêmement rapidement dans la capacité à transformer ces gènes. On progresse peu, voire extrêmement peu, dans la maîtrise des gènes liés au vieillissement. Et alors maintenant, vous dites, oui, mais ça n'est pas sûr. Vous dites que vous êtes favorable, et je suis favorable à ce que ce soit des investissements publics. Après, il y a évidemment des risques de collusion, mais c'est à nous, comme citoyens, de veiller à limiter ça. Et encore une fois, pour moi, les gens qui disent attention, ces progrès médicaux vont être réservés aux riches et donc n'investissons pas pour ça. Le résultat concret, c'est justement que ces technologies vont être d'autant plus réservées aux riches qu'on ne veut pas faire des recherches publiques. Donc le résultat vraiment tout à fait paradoxal sera celui-là. Et moi, je pense que même les pauvres vieux ont le droit de vivre. Oui, bien sûr. Oui, mais bien sûr, non. Si vous dites qu'on ne fait pas les recherches, parce que demain, c'est comme demain. Dans le domaine de la santé, la distinction entre investissement public et privé, elle n'est pas. Je veux dire, vous savez bien. Aujourd'hui, l'essentiel, massivement, des investissements de la recherche sont faits par les laboratoires pharmaceutiques. Oui. Après, ça sort un peu, mais je voudrais quand même dire deux phrases pour
une des difficultés tout à fait majeures par rapport à la recherche, c'est le fait que on va dire les formalités administratives, tous les aspects notamment de comité d'éthique, de législation qui au début étaient faites qui étaient faites dans le but tout à fait louable d'éviter que des choses comme ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale soient renouvelées, mènent aujourd'hui à ce que même une personne informée, volontaire, voulant participer à des tests parce qu'il pense que c'est bon pour la santé des autres et pour lui-même, c'est devenu totalement impossible de le faire dans des délais raisonnables, sauf exception de temps à autre, quand il y a eu l'épidémie d'Ebola. C'est peut-être parce que c'était les noirs et qu'on avait très peur que ça se répande. Là, il y a eu beaucoup moins de problèmes éthiques pour avancer rapidement, mais quand c'est pour le vieillissement, là, il y a beaucoup plus de problèmes. On a une question en haut de l'amphithéâtre. Oui, mais donc, mon objectif numéro 1, c'est justement, non pas d'augmenter, mais de réparer, et donc de permettre à ceux qui le souhaitent de continuer. Donc, c'est juste rendre les humains plus humains qu'aujourd'hui, puisqu'ils pourraient vivre plus longtemps. Ça, c'est le but numéro 1. Après, donc, ce que vous voyez parfois dans les médias par rapport aux questions, est-ce qu'on peut se faire des prothèses qui permettent de tourner sa main ou qui permettent d'avoir une vision plus perfectionnée. Moi, je pense que c'est je pense, mais pas tous les transhumanistes, que c'est relativement de l'ordre du gadget, et c'est pas ça, c'est pas le fait de pouvoir courir pendant 10 heures ou de pouvoir courir plus vite, etc., qui va changer beaucoup. Mais ceci dit, pour être tout à fait honnête, il y a aussi la question des augmentations, des modifications par rapport aux capacités cognitives, qui celles-là sont plus complexes. Et moi, je pense que s'il est possible, un jour, de faire une modification cognitive qui rend les gens plus attentifs les uns aux autres, c'est une bonne chose. Oui, je pense que c'est pas du domaine du cognitif, hein, mais bon. Je veux dire, on n'a jamais été aussi informé, par exemple, de ce qui se passe dans le monde. C'est pas ça qui nous rend empathiques. Si, ça, je suis pas d'accord. Bon, non, mais la question de être augmenté, ça existe déjà. Alors moi, j'ai été très sensible à l'époque au bouquin d'Alain Ehrenberg qui s'appelait Le culte de la performance, le fait de vouloir être plus que soi. Enfin, vous pouvez, hein, je veux dire. Il y a des molécules, hein, je veux dire, depuis très longtemps, il y a les amphétamines. Je veux dire, vous pouvez, pour un examen, prendre des pilules qui vont vous rendre plus efficace, plus performant. Il y a des gens, et ce que voyait Ehrenberg, c'est lui, il est thérapeute. Il voit des gens qui, en fait, ont tout le temps essayé d'aller au-delà d'eux-mêmes et qui, un jour, craquent complètement. Bon, ceux qui ne craquent pas ne vont pas le voir, hein, on est d'accord. Mais moi, je pense que justement, il y a à partir du moment où on va pouvoir s'augmenter, ça ne va pas diminuer la concurrence entre les personnes. On se retrouvera simplement dans un décalage d'origine, si vous voulez. Il y aura toujours autant de concurrence entre les personnes, simplement on saura éventuellement tous augmenter. Qu'est-ce qu'on aura gagné? Je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai des gens qui ont envie, par exemple, de s'éclater à leur boulot en travaillant 60 heures par semaine, en prenant des cachets. Je ne sais pas. Moi, ils ne me font pas envie. Bon, ça, chacun... Une autre question? C'est par rapport à la variabilité génétique de l'espèce humaine. Si, du coup, les hommes ne meurent pas de vieillissement, en tout cas, où est la part, du coup, de ce qui, dans l'évolution, permet à toute espèce de survivre à des gros changements? Imaginons qu'il y a un changement, par exemple, bactériologique dû à, par exemple, une trop grande prise d'antibiotiques qui fait une maladie qui tuerait tout le monde. Voilà, s'il n'y a pas de variabilité génétique, dans l'histoire de l'évolution, c'est très peu prometteur pour l'évolution d'une espèce, non? Oui, donc l'être humain, depuis maintenant 10 000 ans, se modifie infiniment plus par la culture, l'éducation, la connaissance que génétiquement. Et ça comprend déjà un certain nombre de risques, mais et donc, enfin, les êtres humains, ça vous le savez probablement, donc nous étions il y a à peine 400 000 ans, 6 ou 7, je pense, espèces différentes, et aujourd'hui
Nous sommes à 97% des êtres humains purs et à 3% des hommes de Néandertal, sauf les gens d'Afrique subsaharienne. Mais oui, donc il y a une certaine homogénéisation, mais les progrès en matière médicale qu'il y a aujourd'hui ont largement dépassé ces questions-là. Et donc, je dirais que, enfin oui, aujourd'hui, la diversité génétique est quand même extrêmement large. Et si vous voyez une chose totalement catastrophique qui ferait des millions de morts, comment est-ce que je peux dire ça? Ce n'est pas après-demain que nous allons nous retrouver avec un patrimoine génétique identique les uns aux autres. Et même un des risques sur lesquels on met parfois l'accent, c'est le risque d'une trop grande diversité, pas le contraire. Donc, oui, pour moi, c'est un problème. Enfin non, c'est quelque chose qui imagine une situation dans laquelle nous resterions vraiment dans un environnement biologique, alors qu'on n'est plus dans un environnement biologique, mais on est dans un environnement d'abord culturel. Oui, et puis bon, je me lance dans un domaine dont je ne suis pas spécialiste, mais il ne faut en tout cas pas imaginer qu'il y a un gène du vieillissement. Non, c'est certainement une interaction extrêmement complexe entre une pluralité de gènes qui fait qu'on vieillit. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce sur quoi butent les gens qui font de la thérapie génique, c'est que si vous changez un gène, enfin, vous pouvez retirer un gène modifiant, vous en mettez un autre à la place, mais en fait, on se rend compte que les gènes interagissent entre eux. Enfin, c'est comme si on était nous-mêmes une petite société, quoi. C'est qu'en fait, c'est pas on retire un individu, on en met un autre, mais non, en fait, c'est le dialogue entre les gènes qui complique les choses et qui fait que précisément, on est donc. Si vous voyez, si on commence à prendre comme un mécano, à retirer les gènes un par un à droite à gauche, etc., c'est pour le coup qu'à mon avis, ce sera autre chose que l'humanité. Je pense que là, pour le coup, alors je ne sais pas si personnellement je ne le souhaite pas, que certains en rêvent, je peux le comprendre, mais pour moi, ça s'appellera, pour le coup, ce sera du trans. Je pense que ce sera autre chose que l'humanité. Moi, je considère qu'un être humain, c'est quelque chose par rapport à, on va dire, la capacité à s'aimer, la capacité à s'entraider, la capacité à toutes sortes de choses. Et c'est pas physiquement, c'est pas parce que quelqu'un est noir ou blanc ou différent génétiquement que ça n'est pas un être humain. Ça, je pense que vraiment, c'est quelque chose. Et que le jour où nous serions modifiés génétiquement, nous ne serions plus des êtres humains. Là, pour moi, je suis en désaccord. Maintenant, pour aller dans votre sens, c'est encore plus compliqué que ça, puisqu'on sait maintenant que, enfin, on en parle de plus en plus. Donc, il y a aussi tout ce qui est notre microbiote, il y a les bactéries, etc. Donc, c'est encore pire que. Maintenant, de temps en temps, hein, les mécanismes de vieillissement. Et tous les mécanismes liés au corps humain, c'est d'une complexité incroyable. Cela ne veut pas dire que parfois il n'y a pas une chose qu'on peut changer et qu'il y a des effets positifs globalement forts, heureusement, parce que sinon, je veux dire, en tout cas jusqu'ici ça a été relativement le cas souvent. Oui. Alors. Oui, une question ici, la suivante, elle est au milieu, là, mais allez-y. Donc moi, j'avais une question pour vous, monsieur le professeur. Oui, moi, je suis fonctionnaire, moi, donc dans la vraie vie, et juriste. J'ai pas bien compris, à un moment, vous avez dit que la violence diminue. Oui. Et en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que pour dire que quelque chose évolue dans le temps, enfin, de façon quantitative, il faut qu'on ait un paramètre pour pouvoir dire ce paramètre évolue en fonction du temps. Et avec la violence, ce que je ne comprends pas, c'est que pour moi, la violence, c'est quelque chose qui est vécu à l'intérieur. C'est-à-dire que certaines personnes vont vivre un simple regard comme quelque chose de très violent, oui, ou même une agression physique, quelque chose. Mais comment dire que la violence diminue de façon scientifique comme ça, pour moi, ça ne voit pas. Je dis... À mon avis, là, on va être d'accord. Justement, moi, quand je parle, une des choses que j'ai dit déjà 2 fois, c'est nous devenons de plus en plus exigeants par rapport à la non-violence, et c'est pour ça que nous avons l'impression que la société est de plus en plus violente. Donc, effectivement, aujourd'hui, un regard agressif, ça peut même être, dans certains cas, sanctionnable pénalement. Il y a 20 ans. Mais maintenant quand vous me posez la question, je vais essayer de répondre par rapport à...
la probabilité que vous soyez tué, vraiment tué, ou dans la société, par le pourcentage de risque a tendance à diminuer très nettement quand on regarde l'histoire de l'humanité sur le temps long et sur le temps court. Et il y a, c'est Peter Singer, c'est ça? Enfin, il y a The Better Angels of Our Nature. C'est un livre brillant, une grosse brique qui explique et qui, entre guillemets, démontre cela sur le long terme. Mais je voudrais arriver donc la première, enfin, parmi les nuances, une nuance pour moi super importante, c'est que autant nous n'avons jamais été aussi peu violents dans l'histoire de l'humanité, mais nous n'avons jamais eu autant de capacité à la violence dans l'histoire de l'humanité. Jamais autant de capacité à se détruire les uns les autres. Avec la capacité, donc, maintenant, ça fait depuis 50 ans que des dizaines de personnes peuvent créer un conflit mondial qui tuerait des milliards de personnes, en effet boule de neige. Et heureusement, enfin, c'est presque un miracle qu'on ne s'en soit jamais servi. Et donc, je redis, c'est pour ça que c'est extrêmement important que nous devenions encore de moins en moins violents. Voilà. Mais maintenant, pour revenir à la question. Je vais répondre à votre question à la fois. Je suis en partie d'accord avec ce que vous dites. Une chose qu'on peut mesurer assez facilement, c'est le nombre de morts par assassinat. Ouais, voilà. Vous pouvez compter, ça se compte. Ça diminue. De temps en temps, on peut toujours trafiquer, mais enfin, en gros, le nombre de morts par assassinat diminue. Bon, bah alors, pas toujours, mais en gros. Voilà, ça c'est en gros, ouais. Bon. Mais il y a autre chose. Depuis le milieu des années 80, on observe en France et dans la plupart des pays riches, je dirais, une augmentation forte du nombre de plaintes pour atteinte aux personnes. C'est-à-dire, donc, agression, coup de poing, enfin, donc, ça ne va pas jusqu'au meurtre, on est d'accord. Mais les gens qui portent plainte parce qu'ils se sont fait agresser. Alors, Serge Moscovitch, est-ce qu'avant, ils ne portaient pas plainte? Est-ce qu'ils agressés ne portaient pas... En fait, ce qu'on regarde quand même, c'est que l'augmentation, elle est telle que ce n'est pas seulement parce qu'ils ne portaient pas plainte. On a de plus en plus de... Comparé à un meurtre, c'est une petite violence, mais c'est de la violence. Et depuis le milieu des 80, ça augmente, et d'autant plus que vous pouvez regarder, en France, il l'avait fait, vous regardez l'alternance politique, ça traverse l'alternance politique alors, sans aucun problème. La courbe est absolument droite, vous avez des politiques de droite ou de gauche, ça ne change absolument rien. Ce nombre de personnes qui se plaignent pour les agressions physiques augmente. Donc il y a quand même quelque chose de violent qui est en train de se développer, même si ce n'est pas de la même ordre que des crimes de sang. Voilà. On ne peut pas dire que la violence diminue complètement. Et ce n'est pas seulement une question subjective. Voilà. Alors, le temps avance. Oui. Donc, j'ai une question pour monsieur le sociologue. Selon vous, si nous étions maintenant immortels, serions-nous capables d'améliorer nos qualités morales et donc d'améliorer nos qualités morales, notre façon d'aimer et donc de devenir Tu veux qu'on... Je vais répéter. Donc, si on devient immortel, est-ce qu'on aura la capacité d'améliorer nos capacités morales? Notre façon d'aimer et donc de devenir des chrétiens parfaits. Voilà. Donc, plus de temps pour mieux s'améliorer. Question suivante. Immortel. Moi, c'est une question pour... En fait, je me demandais si un progrès très important technologique, qui irait dans le sens du transhumanisme, est-ce qu'il n'y aurait pas le risque justement d'avoir une scission au niveau de l'humanité et d'avoir une humanité à deux vitesses, c'est-à-dire, mais oui, entre ceux qui seraient, qui subiraient le progrès, qui auraient un progrès qui serait engendré sur eux et d'autres qui eux ne l'auront pas, et donc est-ce qu'en fait on pourrait définir est-ce qu'on dirait qu'il y a deux humanités, ou alors moi c'est une question que je me pose. Donc la question de l'humanité à deux vitesses. Est-ce qu'avec plus de temps et une immortalité ou une immortalité, est-ce que ça ne donne pas la possibilité de nous améliorer? En fait, bon,
Quand j'étais jeune, on disait que plus on était vieux, plus on était... Bon. Donc je suis vieux. Bon, ouais. Non, mais je rigole, mais non, vous voyez bien que pour moi, c'est pas... Justement, ce que j'essayais de dire, c'est que c'est ni... Pour moi, ce sont deux choses indépendantes. Le fait de se décider à devenir quelqu'un d'autre, de se tourner vers les autres, de se tourner vers Dieu, c'est une chose qui n'a rien à voir avec la durée de vie. Est-ce que, par exemple, moi, on parle de personnellement, si vous me demandez de choisir entre vivre 33 ans, ou à peu près comme le Christ, avoir une vie remplie, interpeller les autres, proposer vraiment des choses nouvelles et ouvrir une perception de Dieu, etc. 33 ans. Ou bien vivre comme Jeanne Calment, 120 ans, je ne sais plus, enfin... 122. Combien 122, à moins que c'était sa fille, on ne sait pas. Ben, une vie, disons, un peu pépère, dans laquelle il ne se passe rien, enfin, ce que j'ai compris. Hein. Bon, moi, je préfère quand même la vie de 33 ans bien remplie, vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc, en fait, c'est autre chose. On est dans une autre dimension. Et au fond, moi, je suis toujours quand même... Je pense qu'il faut quand même toujours être un peu pessimiste. Bien sûr, il y aura, si vous avez des innovations de pointe, il y aura des favorisés. Et c'est pas l'investissement public qui va régler ça, je suis désolé. Parce que moi, je ne fais pas... L'investissement public, c'est bien, mais aujourd'hui, vous avez une concurrence entre les États. L'inégalité, elle n'est pas seulement entre personnes, elle est aussi entre États. Et les États riches, évidemment, et même s'ils font l'investissement public, ils vont mettre ça au service de leur politique de puissance personnelle. Ça, c'est évident. Je ne vois pas. Encore une fois, par contre, il y a une chose qu'on a vu fonctionner déjà. Il y a certaines recherches qui sont interdites. Hein, pour le coup, avec des comités d'éthique, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y ait des cabinets noirs qui, pendant ce temps-là... Mais quand même, c'est pas si facile. Donc, effectivement, on peut interdire au niveau international certaines recherches, et ça s'est déjà fait. Et ça fonctionne. Encore une fois, le piratage existe toujours, mais quand même, on peut lutter. Voilà. Donc, je pense que c'était à peu près ça que je voulais dire. Et puis, pour le reste, j'avais déjà répondu. Donc, Merci, Monsieur de Coninck. La deuxième question était plus pour vous sur le progrès transhumaniste et la question de... bon, ça ferait vraiment au moins un quart d'heure de réponse, mais par rapport à vous, monsieur, donc, en fait, vous abordez implicitement la question de est-ce qu'il est possible... est-ce qu'il sera possible un jour de transférer ce qu'est la conscience, mais déjà on ne sait pas ce que c'est la conscience, sur un support informatique? Et si la réponse est oui, ça pose des problèmes vertigineux. Et si la réponse est non, ça peut quand même aussi poser des problèmes absolument vertigineux, parce que, c'est quand même un petit insert, parce que l'idée qu'on a généralement en France que l'intelligence artificielle forte est nécessairement liée à la conscience et donc on n'y arrivera jamais, est à mon avis une idée fausse. Mais bon, et donc il y a des risques par rapport à une intelligence artificielle forte qui n'aurait pas de conscience. Mais après, je dis aussi, juste après, je vais inscrire mon nom et mon adresse mail sur le tableau et le site internet. N'hésitez pas à me poser des questions. Surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je réponds toujours, mais même si vous êtes d'accord, vous pouvez, et vous abonner à la lettre mensuelle La mort de la mort. Et alors, ensuite, sur cette question de l'inégalité, il me semble que je redis quand même, parce que, encore une fois, que oui, il y a un risque d'inégalité, un risque de société à deux vitesses, et que pour moi, la plus... mauvaise manière de lutter contre ce risque, ce serait d'interdire des recherches, parce qu'alors ces recherches se feraient quand même, ou de ne pas investir publiquement dans ces recherches, parce qu'alors ces recherches se feraient dans des États moins respectueux que les nôtres, que l'Union européenne concrètement, et parce que alors ça favoriserait donc une société à deux vitesses. Et donc l'idée... En fait, à mon avis, monsieur de Coninck, pardon, je suis trop belge. D'un côté, vous avez dit les armes, on n'a jamais réussi à les empêcher. Maintenant, vous dites on a quand même réussi certaines recherches. Moi, je pense que le concept qui quand même progresse, que l'ADN, c'est un patrimoine commun de l'humanité,
que les modifications de cet ADN, on ne peut pas se les approprier pour des raisons, en faire un copyright, et que les recherches doivent être des recherches communes et qu'il faut mettre tout, encore une fois, tout en commun pour avancer pour la médecine. C'est une idée qui progresse bien, notamment d'ailleurs au niveau français, qui est plus avancé que la Belgique sur ce domaine-là. Donc moi je suis modérément optimiste, mais évidemment c'est pas inscrit dans les astres du tout. Ça dépend de nos investissements et du fait que justement on se dise ces questions-là de santé, c'est une priorité, on en fait une priorité. Ouais. Non, mais juste parce que non, à partir du moment où une technologie existe dans le domaine public et n'est pas interdite, elle est utilisée par les militaires. C'est tout ce que j'ai dit. Et vous avez dit, mais je suis d'accord, par exemple, qu'on a interdit la guerre bactériologique, ça n'empêche pas qu'on s'agite dans les coins, que de temps en temps, ce sont les armes qui sont utilisées. Donc voilà, mais on arrive quand même à faire une police. Voilà. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée.